Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver à cette énième session sur l'identité. Dans le cadre du cours de psychologie sociale, le cours portera sur l'identité, la construction de l'identité, l'identité collective. Donc, euh, à titre informatif, à titre informatif. Je pense que c'est toujours important de vous rappeler que si vous pouvez, euh, je sais pas, vous procurer des ouvrages, écoute, n'hésitez pas à le faire, ou si vous aurez certainement des chapitres, si vous n'avez pas déjà reçu des chapitres dans le cadre des ouvrages que j'ai publiés ou que Francky a publiés sur l'identité et sur l'identité, la mode, l'invention du sujet moderne à travers la mode. Donc, euh, L'invention du sujet moderne à travers la mode, c'est un livre qui porte sur l'identité, sur la construction de l'identité et comment des jeunes, je crois que peut-être vendredi, Francky fera un cours, ou peut-être vendredi ou lundi prochain, je ne sais pas, suivant notre horaire, un cours sur la construction de l'identité, et comment construit-on l'identité et surtout comment la construction de l'identité est est un phénomène très intéressant au niveau de la mode. Dans le monde de la mode, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les modologues, d'accord, les spécialistes de la mode. En tout cas, je vous inviterai à lire, à lire certains des chapitres de cet ouvrage, de ce livre qui porte sur l'identité. Donc, et là, dans le cadre de ce cours, je reprendrai beaucoup, je vais rebondir beaucoup sur euh, certains points qui ont été quand même traités. C'est mon style, c'est mon genre de revenir, de retourner, de rebondir sur des points qui ont été traités dans les cours précédents parce que ça nous permettra de mieux saisir les concepts, de mieux aborder les phénomènes, de mieux comprendre aussi l'évolution, de mieux cerner je veux dire ça, l'évolution de ma pensée, de ma pensée. Parce que vous savez, quand on fait un cours, notre pensée exécute un mouvement. Il faut pouvoir suivre le mouvement de ma pensée. Moi, je suis du genre à retourner sur des notions pour m'assurer que les étudiants les maîtrisent bien et puis qu'on avance en même temps et qu'on fait en même temps des retours sur des points importants. Donc, l'identité, on l'avait vu, c'est le caractère de ce qui est permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, et qui fait son individualité, qui fait sa singularité. Donc, une personne qui cherche son identité, ou on parle d'identité nationale selon la Larousse. C'est-à-dire, quand on parle d'identité, c'est un ensemble de traits, de caractéristiques qui permet à un individu X de se différencier d'un individu Y, par exemple. Donc, l'identité, en ce sens, permet à la personne de se distinguer, de se différencier et, et aussi de s'associer aussi. Là, on le verra plus tard, quand on verra l'identité collective, c'est-à-dire quand je dis que je suis haïtien, cela suppose que j'ai des traits, j'ai des caractéristiques, j'ai des valeurs, je partage des choses en commun avec un groupe, avec un ensemble d'individus qu'on peut appeler des Haïtiens. Si je dis que je suis québécois, je partage des valeurs, des normes, en tout cas un ensemble de valeurs propres à la québécité.
c'est-à-dire qui est propre à la valeur, à la culture, à l'identité québécoise. Et ça va, ça va. Et ça va, je veux dire, ça vaut ça vaut pour la dominicanité, ça vaut pour d'autres identités, d'autres cultures. Donc, c'est aussi, vous le verrez, qu'est-ce qui me rend différent de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'un Dominicain n'est pas haïtien? Qu'est-ce qui fait un Haïtien? Qu'est-ce qui fait qu'un Haïtien n'est pas un Dominicain? Qu'est-ce qui fait qu'un Haïtien n'est pas un Québécois? Qu'est-ce qui fait un Québécois n'est pas un Haïtien? Qu'est-ce qui fait qu'un Québécois n'est pas un Canadien? D'accord? C'est-à-dire, c'est vrai, le Québec se trouve au Canada, mais les Québécois ne se reconnaissent pas comme Canadiens en tant que tels. Ils se reconnaissent comme des Québécois qui ont une identité, qui ont une manière d'être, qui est vraiment à l'opposé, presque vraiment très différent du reste du Canada. Donc, c'est-à-dire, ils ont une identité, ils ont une langue, la langue française, ils ont une culture, la culture québécoise, et puis ils ont une manière de faire, une vision du monde qui est vraiment différente, tout un système éducatif qui est vraiment différent, le système éducatif québécois du système éducatif canadien. Bon, c'est-à-dire, l'identité québécoise est un phénomène, est une chose observable. On peut comprendre, on peut l'étudier, on peut étudier son évolution. Parce qu'avant, on parlait de Canadiens français pour parler des Québécois, mais après, ça s'est construit comme des Québécois, donc, qui ont des valeurs propres, qui se reconnaissent comme catholique, mais vous allez voir que c'est un petit peu très compliqué. L'identité, c'est très dynamique aussi. Donc, ça ne veut pas dire que les gens vont à l'église. La plupart des églises sont transformées en, en bibliothèque au Québec. C'est courant de voir des églises qui sont transformées en condos, bibliothèques, en salles de spectacle, toutes sortes d'affaires. Mais euh, ça reste qu'ils sont, eux, catholiques. Le reste du Canada, c'est-à-dire le Canada anglophone, est protestant, par exemple. Donc, juste là, c'est pour vous montrer un peu en fait, les caractéristiques dans une même nation, c'est-à-dire le Canada comme nation, il y a un peuple qui s'appelle Québécois qui se distingue du reste du Canada. D'accord? Et qui ne se reconnaissent pas dans l'identité canadienne, qui se reconnaissent dans une identité québécoise. Donc, maintenant, euh, sur le plan individuel, on peut dire que l'identité, c'est ce qui sépare le soi du non-soi et le clos sur lui-même. Cela suppose que quand je parle de moi, quand je parle de moi comme individu, quand je m'identifie, c'est-à-dire je pose un acte. Je pose un acte qui traduit mon opposition aux autres, qui traduit le fait que je ne suis pas quelqu'un d'autre, je ne suis pas autre que Sandy, d'accord? Et Sandy se définit par opposition à ceux qui ne sont pas Sandy, d'accord? Donc, et c'est une sorte de renfermement aussi, d'accord? Une sorte de protection, d'accord? C'est comme un mur quand on s'identifie, on met un mur pour dire, écoute, ça c'est mon territoire, moi je suis Sandy, je ne suis pas Jacques, par exemple. Bon, juste pour vous dire que la notion d'identité est très importante. Bon, maintenant, il y a une dimension euh, dans l'identité. euh, Quand on parle d'identité, en fait, dans les politiques publiques ou quand on parle d'identité, dans le contexte du gouvernement, dans le contexte des politiques, on parle, par exemple, on parle de carte d'identité. On parle de carte d'identité. Donc, une carte d'identité, c'est un papier, un bout de papier qui, qui permet d'identifier quelqu'un par rapport à des éléments, par exemple, sa date de naissance, par exemple.
sa date de naissance, son nom de famille, son nom, son prénom, euh, son lieu de naissance, ça dépend. Et il y a un numéro d'immatricule, ça, vous êtes immatriculé, c'est-à-dire par rapport à ce numéro de dossier, ce numéro d'immatricule, il y a tout un fichier qui est fait dans votre nom. Il y a parfois des éléments biométriques qui sont liés à ce numéro-là. Donc, aujourd'hui, quand on voyage, de plus en plus, on fait ce qu'on appelle l'empreinte digitale. En fait, on prend vos données biométriques pour voir et pour comprendre, pour savoir si c'est vraiment toi, c'est-à-dire la photo qu'on voit sur le passeport, sur la carte, sur le visa, est-ce que c'est vraiment cette personne qui est en face de nous? Mais quand vous mettez vos trois, je sais pas, trois, ou le pouce, etc., donc il y a donc, il y a un ensemble, il y a un ensemble d'informations qui est affichée à l'écran de l'agent, de la personne qui, je dirais ça comme ça, qui fait le contrôle d'identité. Cette personne qui fait le contrôle d'identité, il veut s'assurer que c'est la bonne personne qui porte le passeport, qui veut entrer ou qui veut sortir du pays. Donc, maintenant, mais la carte d'identité n'est pas l'identité. On est d'accord, la carte d'identité n'est qu'un bout de papier, un condensé de ce qu'est la personne, en tout cas, une façon, je dirais, de réduire la personne à un bout de papier. Donc, de dire, écoute, on va saisir certains éléments, nom, la rose, prénom Sandy, numéro X, Y, Z, etc., date de naissance, pays de naissance, ville, etc. En tout cas, en fait, il y a un ensemble d'informations qui figurent sur ces données-là. Donc, certains pays, jusqu'à présent, ne serait-ce que les États-Unis d'Amérique, je crois, n'ont pas de carte d'identité. Certains pays ne donnent pas de carte d'identité. Il y a juste, par exemple, il y a juste le permis de conduire qui fait office de carte d'identité. Il y a dans d'autres cas, c'est le passeport, mais il n'y a pas une carte d'identité à proprement parler. Donc, en Haïti, on avait une carte d'identité. Moi, je crois que j'ai même eu une copie de ma carte d'identité. Et puis, on a aussi de nos jours la carte comment ça s'appelle, la carte d'identification nationale. D'accord? Qui est aussi une carte d'identité qui nous permet aussi de voter. Bon, les éléments qui sont là-dedans, c'est des éléments, on va dire, sensibles, parce que c'est des éléments confidentiels, hein, entre guillemets, hein, c'est-à-dire des éléments qui portent sur la personne, qui devraient, la personne peut vouloir garder certaines informations confidentielles. En tout cas, c'est des éléments qu'on ne veut pas partager au grand public. En tout cas, sauf à des autorités, si le besoin est, bon, ou du moins parce qu'on veut s'en servir pour ses propres affaires, ses propres avenues, mais juste pour vous dire que le bout de papier permet justement d'identifier l'individu, mais l'individu est en soi plus que ce qui est apparu sur le bout de papier. Mais l'État avait ressenti ce besoin d'identifier ses citoyens, pour garantir la sécurité, pour comprendre, en tout cas pour avoir le contrôle de son territoire. L'État avait ressenti ce besoin de créer ce qu'on appelle la carte d'identité. Donc, maintenant, on peut dire que la carte d'identité marque quelque part l'apparition d'une forme d'État, d'un État qui veut avoir le contrôle de ses citoyens. On émet une carte d'identité. En principe, on ne devrait pas payer pour avoir une carte d'identité parce que un, c'est un droit. C'est un droit, on ne paye pas ce droit-là. D'accord? Donc, et la carte d'identité, on l'avait dit, euh, c'est c'est- c'est une, on va dire, c'est le concentré de ce qu'est la personne. Ce qu'est la personne, son sexe, son nom de famille. Parce que quand on prend le nom de famille,
établit déjà une origine sociale, économique, politique aussi. Parce que si vous vous appelez, je dirais, Martelly, ça veut dire quelque chose. Donc, si vous vous appelez Martelly, si vous vous appelez Joseph, ça veut dire autre chose. Si vous vous appelez, euh, je sais pas, Vob en Haïti, ou Bidjo, Meuse, Accra, Brant, Madsen, ces noms-là, c'est des noms, quand vous les entendez, euh, vous pensez rapidement à la richesse, par exemple. Vous pensez à ceux qui possèdent le capital en Haïti. Donc, et c'est valable dans tous les pays. Quand je dis dans tous les pays, il y a des noms, quand vous entendez certains noms aux États-Unis, en France, quand vous entendez les Rothschild en France, écoute, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est ceux qui ont le capital. Bon, il y a des noms également qui veulent, on va dire, rien dire. Quand je dis rien dire, dans la mesure où c'est des noms, juste des noms. Bon. Et l'identité, en ce sens, c'est-à-dire quand on prend la question de l'âge, ça change, ça bouge. Il y a des caractéristiques qui sont changeantes. Donc, l'identité est d'abord quelque chose de changeant. C'est-à-dire, ça peut changer. On n'a pas une identité ad vitam aeternam. C'est changeant. Mais l'identité aussi, c'est multiple. On peut avoir une multitude d'identités, en fait. Là, je peux prendre l'exemple. Il y a monsieur XYZ qui est professeur d'université. D'accord, c'est une identité, en fait, l'identité de professeur. Donc, qui est père de famille, mais qui est aussi un enfant de sa mère. D'accord? Parce que quand tu es en présence de ta mère ou de ton père, même si tu es professeur à l'université ou tu es président de la République, tu es l'enfant de ta mère. Donc, qui a aussi un cousin, qui a aussi, je ne sais pas, un croyant, chrétien ou athée, qui a aussi le footballeur, donc qui a aussi écrivain, etc., 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 qui a aussi paysan. Bref, on peut avoir une multitude. En fait, on a de l'identité multiple. Donc, mais dans chaque, euh, on va dire, dans chaque circonstance, dans chaque contexte, il y a telle identité qu'on peut mettre en avant et d'autres identités qui tombent, par exemple. C'est-à-dire, quand je vais dire ça comme ça, quand je suis en chair, en fait, je fais office d'enseignant, de professeur, donc c'est l'identité de professeur qui prime. Donc, et d'autres identités, en fait, en tout cas, et même si elles sont là, mais elles ne sont pas en avant, elles ne sont pas mises en avant. Elles ne sont pas mises en avant. Ce qui est mis en avant, c'est l'identité de professeur, l'identité d'enseignant, l'identité de chercheur, etc. Bon, euh, mais l'identité aussi, elle peut être contradictoire. C'est-à-dire l'idée de conflit, l'idée d'opposition, la construction de l'identité, même se passe dans la contradiction, la contradiction avec parfois ses propres valeurs, avec des valeurs de la société. On va voir ça, mais aussi avec tout ce que la société nous impose comme norme, la structure sociale, ce que la structure sociale nous impose. Donc, on est pris dans une identité qui est changeante, qui est multiple, mais qui peut aussi être contradictoire. Qui peut aussi être contradictoire. Donc, c'est pour ça, quand on parle d'identité, il faut vraiment comprendre que on parle de quelque chose qui, qui mérite une attention particulière parce que vous le verrez, dans la psychologie sociale, c'est un concept qui est, en tout cas, c'est un concept charnière, c'est un concept qui se veut être au cœur euh, des débats, mais aussi euh, par rapport à son ampleur, surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc,
On parle de plus en plus d'identité quand on parle des flux migratoires aux États-Unis, au Canada, quand on pose le problème de l'immigration en Europe, en France particulièrement, vous allez voir la première chose qu'on met en avant, c'est la question d'identité. C'est la question d'identité qui, écoute, c'est la question d'identité, c'est la question de revendication identitaire aussi. Des gens qui revendiquent leur identité. Donc, juste pour tout ceci, pour vous dire que il est important de prendre, de comprendre, mais aussi d'accorder une importance à, à cette notion, de lire davantage de textes sur la notion euh, pour mieux, pour mieux la cerner, la notion, et puis pourquoi pas, peut-être dans l'avenir, de choisir de faire des études, de mener des études ou de faire des travaux sur l'identité. Ce serait quand même, j'estime, intéressant d'aborder la question, en tout cas d'aborder, de faire, d'assurer, euh, je dirais, une continuité en ce sens. En ce sens, c'est important. Bon, maintenant, l'identité, pour revenir au sujet, l'identité est donc ce qui marque l'unicité, qui fait que moi, je suis unique, et qui fait que chaque individu est différent des autres. Chaque individu est différent, même pour deux jumeaux, vous le savez, quand il y a tellement de traits qui les distinguent en termes quand on parle d'identité. Bon, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont, par exemple, on peut commencer par les empreintes digitales. Donc, qui, on va dire, même pour deux vrais jumeaux, écoute, c'est pas évident, ils vont pas avoir de mêmes empreintes digitales. Donc, c'est-à-dire, là encore, par exemple, c'est deux personnes qui, je veux dire, qui sont issues euh, du même spermatozoïde, par exemple, mais pourtant, qui sont deux individus, pardon, avec deux identités et qui vont je veux dire, intérioriser les normes sociales de manière différente. Ils vont pas, je dis, écoute, intérioriser les valeurs de la même manière. Ils vont pas comprendre, mettons, la question du genre de la même manière. Ils vont pas, écoute, elles vont pas comprendre les hommes, les femmes, ils vont pas comprendre la société, ils vont pas comprendre les choses de la même manière, même si ces gens, ils sont ce sont des vrais jumeaux, mais elles vont avoir leur propre manière d'appréhender le social. Ils vont avoir leur propre manière d'appréhender la culture et de se faire une place dans la société. Et c'est tout ce qui va faire, je veux dire, c'est tout ce qui va permettre à la personne de se définir en fait, son discours, son histoire, sa narration, sa façon d'expliquer sa vie, mais sa façon de se voir dans le monde aussi. Autant de choses qui participent à la complexité de l'être humain, de l'individu, qui est pris dans le social, le culturel, le politique, et qui cherche à se définir dans le monde. Donc, juste pour vous dire que la question d'identité est une question qui permet de comprendre aussi la trajectoire des individus. Parce que quand on parle d'identité, on parle, je crois que Francky l'avait bien expliqué, on parle de projet. On parle de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui se construit sur le long terme. Cela prend du temps de se construire, d'avoir un discours, et ce discours, ça change avec les contextes sociaux, etc., etc. L'évolution de l'individu, ça prend du temps, la construction de soi, mais aussi la construction de son discours. Et la construction du discours de l'individu aussi participe de ce qu'on appelle l'identité narrative du sujet. Donc, l'identité est aussi ce qui rassemble à des identiques. En fait, ce qu'on parle de, en fait, c'est-à-dire les éléments identiques, les éléments identiques. On a un ensemble
on a des éléments identiques, on a des éléments qui sont différents. C'est-à-dire, si on prend la Terre comme, on va dire, un grand ensemble, on est environ 10 millions. Pardonnez-moi si je n'ai pas dit le chiffre exact. On est environ 10 millions, 10 à 12 millions d'Haïtiens, d'accord? Et ces Haïtiens-là, par exemple, ils partagent certaines choses. Ils partagent certaines choses. On peut dire, les Haïtiens partagent le créole. Ils partagent la langue créole. Ils partagent la langue créole. Ils partagent aussi le français. D'accord? Ils partagent le français, ils partagent le créole. Le créole, c'est la langue, je peux dire nationale, la langue qui, je dirais, qui cimente tous les Haïtiens ensemble. Donc, par défaut, tous les Haïtiens parlent créole, on le sait. En fait, on va dire, on, on est convenu que les Haïtiens parlent créole. Euh, les Haïtiens, ils partagent le créole ensemble, ils partagent le vaudou ensemble, ils partagent aussi le christianisme ensemble. Donc, ils partagent d'autres valeurs morales ensemble. Donc, ils partagent beaucoup de choses ensemble qui fait des choses. Ces choses-là, c'est ces choses qui font de nous des Haïtiens et non des Américains, par exemple, et non des Congolais. On partage un territoire ensemble. On partage un territoire ensemble. On partage une vision du monde ensemble, c'est-à-dire notre manière de voir l'autre. Notre manière. Bon, moi, je l'ai développé dans ma thèse de doctorat, cette, cette vision dichotomique du monde qui est, je ne dis pas que tous les autres, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres peuples qui n'ont pas. Moi, je n'ai pas étudié tous les peuples, j'ai étudié les Haïtiens. Euh, mais cette vision dichotomique du monde, par exemple, il y a dans le mental de l'Haïtien, il y a d'un côté les Haïtiens et de l'autre côté, l'autre bord de l'eau, les Blancs. C'est comme s'il y avait que deux mondes, les Haïtiens et les autres, c'est les Blancs. C'est-à-dire, on n'a pas une vision plurielle du monde. C'est extraordinaire, en tout cas. Euh, cette vision très dichotomique qui est aussi significative et qui exprime, sincèrement, à mon avis, qui exprime euh, notre place dans le monde et qui est aussi une forme de revendication par rapport à à ce qu'on est, par rapport à la révolution haïtienne, parce que c'est la révolution haïtienne qui a créé, je veux dire, qui est à la base de cette vision dichotomique. C'est pour ça que quand on parle de l'identité haïtienne aussi, l'une des choses qu'on partage, c'est 1804. C'est-à-dire 1804, cette victoire qu'on a mis le monde occidental à genoux, à Vertières, à la crête à Pierrot, etc., à la ravine à Coulave, etc. Donc, on les a mis à genoux. Et cette victoire va donner naissance à la première nation noire libre du système colonial esclavagiste et raciste. Donc, cette vision du monde-là, cette, écoute, ce rapport qu'on a avec la couleur de peau aussi, je dirais, ce rapport ambigu qu'on a avec la couleur de peau. Donc, en même temps, on est fier d'être noir, on dit qu'on est les seuls noirs sur la terre, on revendique la négritude, c'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, en fait, en Haïti, encore en Haïti, vous avez une sorte de hiérarchie sociale qui est construite telle que on a l'impression que les personnes qui sont, on va dire, plus claires sont plus valorisées en même temps. C'est complexe, c'est ambigu. Donc, et l'identité haïtienne, pour comprendre l'identité haïtienne, il faut comprendre ces complexités, comment et dans quelle mesure tel type d'approche, on va dire, va prédominer
et dans quelle autre mesure tel autre type d'approche va prédominer. D'accord, jamais les deux à la fois, mais il faut les étudier, il faut les comprendre. Donc, c'est-à-dire l'identité, en ce sens, non seulement permet de comprendre ce qui permet de dire qu'on se ressemble, mais aussi de dire, écoute, on est différent aussi. D'accord, les gens du Nord, du Cap-Haïtien, du Nord, du Grand Nord, du Nord, d'abord du Nord. Dans le Nord, il y a beaucoup de différences. D'accord? Les gens de Limbé, les gens de Laculle, etc. Donc, Pomago, ils ne sont pas pareils. Donc, et leur manière de parler dans le Nord global est différente du Sud, par exemple, même la manière de parler le français ou le créole. Donc, c'est complètement différent. Mais en dépit de tout, on a quelque chose qui nous unit et on a des choses qui, je veux dire, ces choses qui font de nous euh, des Haïtiens. Donc, des Haïtiens et non des étrangers. Donc, ça me ramène un petit peu à ma thèse, un petit peu à ma thèse par rapport à la construction de l'identité, la fabrication des identités. Comment les identités, les identités surtout les identités collectives, comment fabrique-t-on les identités collectives? Comment cela se fabrique dans les sociétés modernes? Donc, notamment dans le contexte de mes études, j'ai vu que la construction des identités collectives passe par ce qu'on appelle des discours revendicatifs. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un groupe qui revendique des choses, des inégalités, qui revendique leur place dans le monde. Et puis, ça va nous amener à observer des altérités, nous, versus eux. Nous, Haïtiens, regarde, nous, Haïtiens, on est comme ça, on est dans cette dynamique, etc. Et eux, ils ne veulent pas de nous, ils veulent nous anéantir, ils veulent nous détruire. C'est eux qui sont responsables des gangs armés, c'est eux, etc. Mais quand on dit que c'est eux qui sont responsables, par exemple, de la situation de crise en Haïti, par exemple, on est conscient qu'on parle de, 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 de qu'on est dans une question très complexe, on parle eux, ça veut dire eux. En fait, je vous invite à lire ma thèse pour avoir la réponse. Mais eux, il y a une dimension quand on parle de eux, nous, eux, les autres. En fait, il y a d'abord une première catégorie qu'on cible qui est responsable. Cette première catégorie, c'est ce qu'on appelle les Blancs ou les Occidentaux. Les Occidentaux, d'accord, quand on parle des Occidentaux, on parle là des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique, en tout cas des puissances coloniales ou pro-coloniales. En tout cas, on parle généralement du grand G7, en fait hormis, par exemple, la Russie, qui a c'est-à-dire qui a une représentation en Haïti, on va dire plutôt positive dans l'imaginaire collectif haïtien. Les Russes sont perçus pas comme des Blancs et ils sont perçus comme aussi, c'est-à-dire comme non comme des esclavagistes, ils ne sont pas perçus comme ça. Donc, je ne crois pas que la Russie a été euh, comment, une métropole non plus. Mais il y a une vision. C'est-à-dire qu'on parle des revendications, qu'on parle des contestations, il y a toujours, enfin, ces, ces dernières années, moi j'observe de plus en plus qu'on brandit le drapeau russe dans les manifestations. Donc, juste pour vous dire que quand on parle des autres, ces autres-là qui sont responsables, c'est-à-dire on voit d'abord les Américains, les Français, les Canadiens, on voit l'Union européenne, d'accord, avec toute la gang, et puis la Russie, on ne les voit pas la Chine, etc. Donc, il y a une construction des autres qui est fonction de la réalité sociale, qui est fonction de la diplomatie, qui est fonction en fait, de ce qu'on appelle la géopolitique. Bon. Maintenant, il y a une autre catégorie qui est représentée par ces autres. Quand on parle de nous autres dans le contexte de l'identité haïtienne, c'est
aussi, c'est surtout là, les élites. Les élites qu'on peut appeler Monikini Kobyo en Haïti, les élites possédantes. Les élites possédantes, donc c'est eux qui détiennent euh, les moyens de production et de consommation. Ces personnes-là qui ont des usines, ces personnes-là qui ont le capital et qui ne font rien pour améliorer les conditions sociales en Haïti. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes, elles ne font qu'exploiter le pays, suivant le discours. Et ces gens-là, ils ne font qu'exploiter le pays, appauvrir le pays, et puis en fait, leur argent, donc je veux dire, leurs biens sont à l'étranger. Donc Haïti n'est qu'un pays de transit, un pays où ils veulent qu'exploiter. Donc ils n'ont aucun lien avec ce pays-là, c'est-à-dire un lien, je dirais, affectif, où l'on sait quand on est dans ce pays, même dans un pays dans lequel on n'est pas né, mais quand ce pays vous apporte beaucoup, vous avez un minimum de, de, de droits de retour. Enfin, vous avez un minimum de sentiments que ce pays-là, vous devez faire quelque chose pour ce pays. Ne sais, en fait, n'en disons pas plus. Là, écoute, encore plus, quand c'est que c'est un pays euh, dans lequel certains d'entre eux sont nés, etc., etc., mais qui ne développent aucun sentiment d'appartenance au pays. Donc ça, c'est une autre catégorie. C'est cette catégorie-là, dans le discours sur l'identité collective, ces catégories-là s'associent aussi à, aux Blancs, c'est-à-dire aux Occidentaux. Il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on peut appeler les élites dirigeantes. Tantôt, on parlait des élites possédantes, mais les élites dirigeantes. Les élites dirigeantes peuvent aussi, certaines d'entre eux, en tout cas certains aussi d'entre eux, peuvent se retrouver comme possédantes. Parce que quand on a le pouvoir, en Haïti, on a le pouvoir pour passer d'un statut de personne, on va dire, de classe moyenne, parfois moins moyenne, et puis pour devenir des personnes riches. C'est-à-dire, on peut aussi, on peut passer, on parle de ceux qui dirigent, ont aussi des richesses. Donc, dans ce sens, cette catégorie, on l'aperçoit comment? Comme des gens qui utilisent le pouvoir pour garder le statu quo, pour garder la situation telle qu'elle. Et eux, ces gens-là, ils font le sale boulot pour les deux autres classes qu'on a identifiées dans ma thèse tantôt. C'est-à-dire, vous avez ces trois grandes catégories qui constituent ce qu'on appelle eux, par rapport, en fait, qui en opposition aux nous haïtiens, nous peuple, nous petites de Dessalines, les fils de Dessalines, les fils et les filles de Dessalines, etc. Donc, les fils et filles d'Haïti. Vous voyez? Donc, là, c'est ça, la complexité de l'identité haïtienne. Donc, cette construction d'identité constitue une sorte de réponse à un système où la plupart des jeunes, vous savez, et Haïti, c'est plus de 54% de jeunes, là, où ces jeunes, notamment ces jeunes qui viennent des quartiers populaires, ont le ras-le-bol. Et moi, à travers mon travail de recherche, j'ai vu que ces jeunes là, qui font du rap, par exemple, qui font du hip-hop, ces jeunes-là expriment leur contestation, leur mécontentement et à travers la chanson où ils essayent de construire une identité à travers laquelle la liberté a une place importante, mais aussi ils rêvent d'une Haïti meilleure, d'une Haïti prospère, d'une Haïti où il fait bon vivre. Donc, c'est un peu ça qui résume en passant ma thèse de doctorat sur la contestation dans le rap.
Et puis, autre chose qui est important quand on parle d'identité, selon mes recherches, j'ai remarqué à chaque fois, c'est-à-dire la question d'identité en Haïti recoupe la question de revendication sociale, de revendication enfin, par rapport aux inégalités sociales, par rapport aux discours discriminants, etc., etc. C'est-à-dire, quand on parle d'identité, on est, pour reprendre la formule de Axel Honnête, on est dans une dynamique de lutte pour la reconnaissance. On est dans une dynamique de lutte pour la reconnaissance, de lutte pour l'existence. D'accord? Donc, et cette dynamique-là, cette lutte-là, c'est interminable, surtout pour les peuples qui ont été anciennement colonisés et pour les peuples qui sont encore, pour aujourd'hui encore, qui sont maltraités, qui sont en tout cas, euh, qui sont sous-estimés à travers le monde et qui réclament, ces gens-là réclament une place, ils réclament leur place dans le monde. Donc, en gros, c'est cette perspective-là qui, euh, qui a dominé mes pensées, ma pensée, qui a dominé un peu mes recherches. Bien. Donc, une société se définit, en fait, dans la dynamique de l'identité collective, une société se définit parce qu'elle exclut. Ça, c'est Michel de Certeau. Et elle constitue, et elle se constitue en se différenciant. C'est-à-dire, quand on parle de la société haïtienne, en d'autres mots, on parle également de la non-société haïtienne. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on exclut? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? De quoi on ne veut pas entendre parler? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Et ce qu'on exclut, par exemple, c'est ce qui va participer à nous différencier. C'est-à-dire, est-ce que dans la société, quelle valeur on rejette? On va se poser la question, quelle valeur on rejette de la société? Quelle valeur on veut garder? Et c'est ce qui nous permet c'est ce qui va nous permettre de nous différencier dans le monde. Donc, mais si on veut aller à l'échelle euh, un peu méso, on peut rester aussi, on peut continuer la réflexion, poursuivre la réflexion à l'échelle macro, former un groupe, c'est-à-dire quand on forme un groupe, c'est-à-dire quand on a décidé de créer un État qui s'appelle Haïti, de créer un État qui s'appelle Haïti, d'un groupe qui s'appelle Haïti. En d'autres mots, on construit des étrangers. Construire des étrangers, cela veut dire quoi? Tous ceux qui ne sont pas membres du groupe sont, 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 peuvent être considérés comme des étrangers. Et construire des étrangers, cela implique une structure bipolaire. Elle pose un dehors pour qu'existe un entre nous. C'est-à-dire, entre nous, Haïtiens, voilà notre vision, voilà ce qu'on veut faire. Voilà ce qu'on veut et voilà notre position par rapport à la politique internationale. Par exemple, si vous voyez bien, si vous regardez bien, si vous lisez bien l'histoire, vous verrez au début du 19e siècle, au début du 19e siècle, Haïti avait toujours eu une position pour les plus faibles en aidant les pays de l'Amérique latine à prendre leur indépendance. Mais on proposait aussi à Haïti de devenir, je dirais, je vais le dire comme ça, on a proposé par exemple à Pétion de prendre le lead de ces pays, en fait, en tout cas, mais c'était pas ça la, la volonté ou les velléités d'Haïti, parce que les velléités d'Haïti, c'est la liberté. C'est la liberté, et donc, c'est-à-dire, c'est ce qui va faire, c'est-à-dire,
cet entre-nous-là dont on parle, on est conscient qu'on a une place dans le monde et qu'on porte un message, qu'on poursuit un idéal. Et l'idéal qu'on poursuit, c'est un idéal de liberté et de bien-être. Ainsi, tous ceux qui voulaient la liberté au 19e siècle, dans le monde entier, ils n'avaient qu'un réflexe. Le réflexe, c'était d'aller à Haïti. D'aller à Haïti pour aller chercher de l'aide, toute, toute forme, toute forme d'aide, en munitions, en argent, etc., et en conseil, pour aller libérer leur peuple. Donc, des pays comme la Grèce, jusqu'à présent, écoute, ces pays-là sont, c'est pas moi qui le dis, écoute, ils sont très redevables à Haïti et ils reconnaissent ce que représente ce pays par rapport à cet idéal qu'on poursuit. Mais maintenant, une fois qu'on oublie cet idéal, une fois qu'on s'est détourné de cet idéal de liberté et de bien-être, on est tombé dans, on n'est plus dans ce qu'on appelle entre nous, on est dans le dehors. C'est-à-dire, on se cherche, on veut collectivement, parce qu'il faut le dire, c'est vrai, sur le plan individuel, on a des Haïtiens un peu partout dans le monde entier qui sont, je ne sais pas, qui dirigent des universités, qui sont des dirigeants d'universités, qui sont des grands professeurs à l'étranger, qui sont des conseillers aux Nations Unies, qui sont, écoute, gouverneurs du Canada, qui sont académiciens, etc. Donc, on a, individuellement, et écoute, les Haïtiens, on va dire, ils sont très intelligents, ils sont très, très forts, euh, parce que, on va dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi dire, en fait, les individus restent, certains individus, pour être plus sérieux, restent attachés à cet idéal de grandeur qui caractérise l'haïtien, la nation haïtienne, mais collectivement, on n'arrive pas à créer quelque chose d'extraordinaire. Cependant, il est, je dirais, de mon point de vue, il serait mieux d'être plus fort collectivement au lieu d'être fort individuellement. Donc, quand on regarde l'haïtien sur le plan identitaire, n'oublie pas, on est dans un cours sur l'identité là. On a l'impression que chaque haïtien représente, écoute, à lui seul un Dessalines. Chaque Haïtien est un Dessalines. Et chaque Haïtien chaque Haïtien croit qu'il peut devenir président de la République, tellement vrai que on en a 9 aujourd'hui. Donc, c'est ça. En fait, moi, contrairement à ceux qui pensent qu'il y a un problème d'identité en Haïti, ou du moins on dit il y a une crise d'identité. Moi, je pense pas qu'il y a une crise d'identité. Moi, je pense qu'on a un trop plein d'identité. On a un trop plein d'identité. Donc, et on n'arrive pas à canaliser cette énergie vers un mouvement collectif qui nous permettrait de redresser la vague. Mais quand je dis ça, je dis ça avec beaucoup de précaution parce qu'on a essayé. On a essayé et on avait vu le résultat. Regardez ce qui s'est passé euh, avec le canal de Wanamet. Le canal de Wanamet est un exemple extraordinaire, patent, de ce qu'on peut faire ensemble et comment, quand des gens il arrive à s'aligner, il arrive à se mettre ensemble, il arrive à dégager une synergie, comment cela peut participer à la construction du collectif? C'est-à-dire le collectif. C'est-à-dire, quand on parle du canal de Guanamet, on ne parle pas d'un individu, on parle d'une nation, on parle d'une communauté. C'est-à-dire, les Haïtiens du monde entier se sont retrouvés dans l'idéal. C'est-à-dire, comment expliquez-vous
un peuple qui a son territoire, et puis un petit bambin de l'autre côté, il dit, mais non, tu peux pas faire de canal, donc je t'autorise pas à faire de canal. Moi, j'en ai 11, je ne sais pas, 9 ou 11, je ne me rappelle plus, mais moi, je ne t'autorise pas à faire de canal, un seul chez toi. Mais écoute, les Haïtiens disent, mais non, écoute, on est des Haïtiens, on a fait 1804 et on peut faire plusieurs canaux d'irrigation comme ça. Donc, et puis, c'est un exemple en termes d'accomplissement extraordinaire. Moi, ce que j'ai aimé en observant tout cela, c'est c'est cette dynamique identitaire où, quand quand on parle du canal de Wanamet, on ne voit plus la question de vaudou, c'est-à-dire ceux qui sont vaudouisants d'un côté, ceux qui sont protestants, ceux qui sont catholiques. Soit tu es pour le canal, ça veut dire que tu es un haïtien, ou tu es contre le canal, tu es un traître, point. Et la question est simple, parce que c'est une nécessité que les Haïtiens, c'est une nécessité qu'un peuple, que les Haïtiens puissent construire un canal, plusieurs même à l'avenir, pour qu'ils puissent s'organiser pour, je sais pas, redorer pour l'agriculture, pour faire en sorte que l'agriculture ça devienne plus un projet, mais vraiment quelque chose de concret pour qu'il se donne, qu'il puisse se nourrir. C'est, c'est une nécessité existentielle. Mais comment quelqu'un qui n'est pas haïtien, fait, écoute, et puis en plus qui est un voisin euh, méchant, décide le contraire. Donc, juste pour vous dire que cette, la question du canal de Guanamette est un exemple patent, est un exemple de ce que peut faire l'identité. C'est-à-dire quand on mobilise l'identité à des fins positives, quand je dis à des fins positives, pas comme Hitler l'avait fait. On va étudier Hitler sûrement, en fait. On va en avoir la chance d'en parler. C'est-à-dire Hitler mobilisait l'identité allemande pour, pour faire du mal, c'est-à-dire pour tuer les Juifs, même pas tuer, c'est-à-dire pour éliminer, pour faire un génocide. Donc, c'est-à-dire on peut mobiliser l'identité pour faire de bonnes choses. L'exemple, le canal de Wanamet. Mais tout comme on peut mobiliser l'identité à des fins néfastes. D'accord? Donc, quand on parle des camps de concentration, c'est au nom de l'identité allemande, mais aussi de l'identité africaine. Ils revendiquaient d'être en fait, en fait, ils revendiquaient d'être de la race africaine et qu'ils seraient, selon leur conception, euh, très aérés en plus, euh, supérieurs aux autres races, en particulier les Juifs. Bon, c'est ce que vous comprenez. Donc, ils sont très, très en retard. Très, très en retard. Donc, on comprend, on avait compris déjà comment, depuis Anténon Firmin, de l'égalité des races humaines, que les races, c'est une thèse extraordinaire dans l'anthropologie positive, que euh, les races sont égales et que la notion de race n'a aucun sens. Il y a une race, c'est la race humaine. Donc, et que euh, tout ce qui va nous différencier, c'est soit l'adaptation climatique, soit l'adaptation géographique, soit la question de culture, d'accord? Mais en soi, on est de la race humaine. Donc, et après lui, il va y avoir euh, beaucoup de travaux qui vont aussi dans ce sens. Donc, Yves Copin, par exemple, Yves Copin,
un anthropologue avait montré que écoute, tout ce que vous appelez Rasta, ils sont tous, ça vient tous les gens, toutes les races, elles viennent toutes et tous de, tous les gens, ils viennent tous de l'Afrique. Donc, mais je veux dire, rien d'étonnant, on le savait déjà. On le savait déjà. Donc ici, il existerait une race. Donc, c'est la race humaine et la race humaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui, euh, l'Homo sapiens vere, intelligent et conscient de son existence, euh, en fait, a vu le jour en Afrique. A vu le jour en Afrique. Et puis, donc, juste pour vous dire, c'est très intéressant de comprendre comment on peut mobiliser certaines choses c'est-à-dire dans une forme de rationalité instrumentale, pour reprendre l'expression de Jürgen Habermas. Donc, juste pour vous dire que parfois, on peut faire aussi un usage un peu complet, je veux dire, un peu instrumental de l'identité. Et, ça peut ça peut nous conduire à de bonnes choses, ou tout comme tout, ça peut participer à la destruction vraiment, euh, je dirais, de certains groupes, de, de certaines personnes et de certaines classes. Donc, c'est un peu ça. Bon, on est au point de redéfinir l'identité collective, en fait, pour dire que l'identité collective est façonnée par différentes activités, euh, la littérature, la musique, l'art, le sport. Donc, c'est autant d'éléments, autant de choses qui, au, au cours de l'évolution des sociétés, et, qui vont participer à, à la redéfinition de l'identité. Par exemple, aujourd'hui, quand je rencontre un Brésilien, euh, même si la personne ne sait pas jouer au football, je l'identifie au soccer, je l'identifie au football, je l'identifie au football, je l'identifie au café, par exemple, le café brésilien. Donc, je l'identifie aussi au carnaval. Vous voyez un élément qui pourrait participer à la définition d'identité. Moi, je l'ai déjà vu, à chaque fois qu'une personne se présente comme Colombien ou Colombienne au Québec, les gens ont tendance à nommer Shakira. C'est comme si Shakira était une marque, était un marqueur d'identité. Mais c'est juste pour vous dire que comment la musique, comme une activité de l'esprit, peut participer à identifier euh, des gens du monde. En fait, quand on voit un Haïtien d'origine et on le rencontre à l'étranger, cette personne-là participe dans une interview, on essaye on va dire, de tâter votre identité, on vous dit, sac passé, c'est-à-dire le sac passé comme expression, c'est une manière, si vous ne répondez pas à Napoulé, ça veut dire qu'il vous manque un bout là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ça, même si vous ne parlez pas créole, et la plupart des étrangers qui sont proches d'Haïti, quand je dis proche d'Haïti, c'est-à-dire, en tout cas, soit qui ont des sympathies pour Haïti ou qui sont intéressés par Haïti pour diverses raisons que je ne peux pas énumérer ici, mais ces personnes-là, généralement, c'est des expressions c'est des expressions que ces personnes-là, qu'elles mettent en avant rien que pour montrer leur attachement. Et quand les Haïtiens écoutent cette expression, en tout cas formulée, exprimée par un étranger ou par un Haïtien d'origine qui parle pas créole, très bien, en fait, ça dit quelque chose. Ça dit que cette personne-là, elle serait peut-être, on ne sait pas, intéressée à Haïti. Et
Nous, on est toujours intéressé par ceux qui sont intéressés par nous. Bon, c'est une dimension. Donc, mais le pôle collectif de l'identité, euh, c'est, se situe dans ce qu'on appelle le nous. Le nous, ce collectif-là qui charrie des éléments caractériels, des éléments caractéristiques qui distinguent un groupe d'individus. C'est-à-dire ce qui rend ces individus semblables entre eux, parce qu'ils parlent la même langue, même si vous vous trouvez à l'autre bout du monde, si vous entendez quelqu'un parler créole, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui, ça vient vous chercher, pour dire comme les Québécois. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui t'interpelle parce que tout simplement, ça c'est haïtien, ça c'est haïtien parce que cette manière de parler, même le français, de parler l'anglais, de parler, etc., de parler le créole tout court, en fait, on laisse une empreinte dans la langue, dans la langue. On laisse une empreinte dans la langue. Le créole haïtien est magnifique. Notre façon de parler le créole. Donc, les étrangers, moi, que j'ai rencontrés, disent toujours que quand les Haïtiens parlent, en fait, même si vous ne parlez pas français, en fait, vous pouvez comprendre, vous pouvez les comprendre. Donc, ils ont plus de la misère à comprendre, à écouter le français québécois, par exemple. Donc, juste pour vous dire que euh, on est différents, mais on a aussi des choses qui nous rapprochent de certains peuples, par exemple, tel que le Québec, par exemple, à cause du français, mais aussi à cause de notre histoire avec ce pays-là. Donc, après la dictature, ou pendant la dictature, beaucoup d'Haïtiens ont pris l'exil hein, au Québec hein, dans les années 60, 70, et ont participé aussi à ce qu'on appelle la Grande Révolution tranquille, d'accord, qui ont fait du Québec ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on a quand même donné un Daniel Laferrière. Donc, vous voyez, un Michael Jean. En fait, il y a beaucoup de grands, Olivier. Euh, on a beaucoup il y a beaucoup de grandes personnalités qui ont grandi en Haïti, qui sont rentrées au Québec très tard, et puis qui ont vieilli au Québec. Et aujourd'hui, le Québec parle d'eux comme des Québécois. Ils sont devenus des Québécois. Et ces personnes-là, c'est pour vous dire que ces personnes-là apportent de ce que Haïti a de bon au Québec. Et ils apportent de ce que Haïti a de bon au Chili, en France et un peu partout à travers le monde, au Canada. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque pour que ce qu'on a de bon? Parce que vous savez, moi, j'ai toujours dit que, pour moi, Haïti est symbole de qualité. Quand on parle d'Haïti, on ne parle pas, on ne parle pas de n'importe quel pays. Quand on parle des Haïtiens, on ne parle pas de n'importe quel peuple. On parle d'un peuple résilient, on parle d'un peuple fier, on parle d'un peuple qui s'est débattu contre tout le monde, contre toutes les nations. On dirait que c'est le seul pays qui n'a pas d'amis, en tout cas qui a très peu d'amis, parce que quand je parle, je ne peux pas dire que le Cuba, on peut considérer le Cuba comme un pays ami. D'accord, il y a des pays qui se comportent comme tel. On peut considérer le Venezuela comme un pays ami. Euh, il y en a pas beaucoup, mais on peut les compter sur nos droits. C'est-à-dire les pays qui se comportent comme des pays qui veulent nous aider et avec qui on peut développer de partenariats et qui nous respectent. Parce que ce qu'il y a, c'est que l'Occident, il n'y a pas un seul pays en Occident. Si je me trompe, vous me le dites, qui respecte Haïti pour ce qu'Haïti a accompli pour l'humanité. Donc, si je me trompe, écoute, vous pouvez me corriger. Donc, moi, quand je parle des pays qui ne respectent pas Haïti, on peut respecter un Haïtien. Mais moi, je parle de respecter cette communauté, tout comme on respecte les Juifs. Pourquoi on ne peut pas respecter les Haïtiens comme ça? Donc, et les Haïtiens, je peux le dire, ils ont accompli de grandes choses dans le monde. S'ils n'étaient pas Haïti, aujourd'hui, vous n'aurez pas ce Québec que vous avez là, vous n'aurez pas Chicago, vous n'aurez pas Obama. En fait, vous serez encore dans l'esclavage, je parie. Donc, un pays qui a participé, qui a contribué à, à faire de la liberté une valeur mondiale,
On ne peut pas cracher sur ce pays comme si c'était de vulgaires personnes donc, qui n'ont aucun sens d'organisation. On a organisé, on a créé un empire, d'accord? Donc, juste pour vous dire que euh, il y a un travail à faire de notre côté. D'accord, mais il y a un travail à faire dans le monde aussi pour qu'ils comprennent c'est quoi, quand on parle d'Haïti, de quoi parle-t-on? Parce que il y a comme une sorte de basse crétinisation généralisée dans les médias occidentaux. Quand on parle d'Haïti, la première chose qui vient en tête d'un journaliste crétin, c'est Haïti, le pays le plus pauvre de l'Amérique. C'est du n'importe quoi parce que vous regardez les effets, vous ne regardez pas la cause. Bon, vous ne dites jamais Haïti, le pays le plus appauvri, c'est-à-dire un pays qui a été appauvri par la France, par les États-Unis, par l'Angleterre, par l'Espagne, par le Portugal, par ces pays-là qui sont devenus aujourd'hui de pays géants, vous voyez, de pays, écoute, qui se présentent bien dans le monde, mais c'est au profit, écoute, c'est au détriment d'Haïti. Ces pays ont pillé Haïti jusqu'aux os, jusqu'à la moelle. Donc, juste, mais on ne peut pas parler d'identité sans ces revendications. Parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est aussi le résultat de ce qu'on nous a fait dans le passé. Parce que moi, je m'appelle La Rose, je vois des étudiants qui s'appellent, je sais pas, Pierre, Laurent, Saint-Fleur, etc., etc. Mais ce ne sont pas des noms africains. On a perdu nos noms africains. C'est-à-dire, on n'a plus de racines avec l'Afrique. Bon, c'est vrai, il ne reste que ce qu'on peut appeler la culture africaine qui est présente en Haïti, la culture aussi autochtone qui est présente en Haïti. Mais je pense que l'Afrique est un petit peu plus dominante que la culture autochtone, la culture amérindienne. Mais je ne sais pas si je viens de Mali, de Burkina Faso, de Congo, de Cameroun, je ne sais pas, de Nigeria, de Niger ou de Bénin, je ne sais pas. C'est-à-dire, quand vous faites ça en groupe de personnes et après vous continuez à les stigmatiser en utilisant ces propos un peu très, je peux dire, dévalorisants. Donc, vous continuez, vous entretenez sans le vouloir, peut-être consciemment, la colonisation. Parce que la colonisation, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme qui se fait par le discours. On vous tient par le discours pour que vous continuez à croire que vous êtes inférieur et que quand on parle de nous haïtiens, du collectif haïtien, on n'est rien. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai, c'est qu'on a connu et on est encore dans un moment d'égarement, ce qui, ce qui arrive à beaucoup de peuples à travers le monde. D'accord? Mais on est ce qu'on est, on est des Haïtiens. On est des Haïtiens et on a changé le monde, on a changé la trajectoire du monde. Et ça, personne ne peut l'effacer. C'est très important quand on parle de l'identité collective pour mettre en avant ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce qu'on est, notre place dans le monde, notre vision du monde. Donc, c'est très important de mettre en avant cet aspect-là. Kaufman nous dit que, mais qu'est-ce donc ce nous brandit comme un étendard, comme un drapeau, et qui apparaît si évident à ceux qui le revendiquent? C'est-à-dire, quand les gens parlent de nous-mêmes haïtiens, nous haïtiens, il y a quelque chose dans notre tête, dans le collectif qu'on partage ensemble, qui fait... Mais je comprends bien qu'un Canadien, enfin, il peut pas comprendre il peut pas comprendre ce qu'on ressent. Il ne peut pas comprendre quand on évoque haïtien, qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Et aujourd'hui, je commence à rire de mes amis canadiens quand on se rencontre.
Et en fait, j'ai beaucoup d'amis canadiens. Quand on se parle, je dis, mais vous voyez, maintenant, voilà que les États-Unis vous traitent de 51e État. Vous savez, même dans son rêve, Trump ne dirait jamais ça d'Haïti. Mais c'est difficile d'expliquer à quelqu'un que Trump ne dirait jamais ça, même si Haïti avait tout l'or du monde. On ne dirait jamais ça d'Haïti. C'est la manière dont on se comporte dans le monde, notre histoire, notre identité et notre positionnement. Vous voyez, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, moi, ça me fait tellement mal qu'un pays comme le Canada, ce beau pays, ce grand pays, qui a toute cette richesse, qui a toutes ces valeurs, et puis que quelqu'un décide, par exemple, de dire, écoute, maintenant, tu vas cesser d'être Canada pour devenir des États-Unis. Là, c'est un débat sur le plan identitaire, parce que les Canadiens ne sont pas des Américains. Et les Canadiens ne veulent, je dirais, écoute, je vois, bon, je ne vais pas parler au nom des Canadiens, mais je ne vois pas l'intérêt de devenir des Américains quand on sait que, par exemple, euh, je dirais, le niveau de vie est supérieur à ce qu'il y a aux États-Unis. Donc, c'est un pays capitaliste, socialiste, avec capital socialiste, c'est-à-dire avec moins euh, avec moins en fait, je dirais, de rigueur que les États-Unis, parce que c'est un capitaliste, je dirais, euh, euh, morbide, écoute, qui mortel. Là. Donc, mais le Canada, avec un système, un système, je dirais, de services sociaux, de services sociaux et de santé. Donc, en fait, en fait l'université, donc c'est pas ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est pas la même affaire. Donc, moi, je crois que c'est quand même difficile de parler de ça. Mais moi, je l'ai vécu très, très mal parce que c'est un grand peuple, c'est un peuple qui a une histoire, qui a son histoire, d'accord? Donc, qui a un roi aussi, qui a un roi. Et le roi ne dit rien par rapport à ça. Bon, on y reviendra. Bon, maintenant, euh, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui donne tout le sens à l'identité, la question. Donc, tout ce qui donne sens à l'identité, c'est ce besoin de clarification, ce besoin de clarification dont Eric Erickson en a parlé, dont Berting en a parlé. Donc, on a besoin de clarification, de différenciation de nous, nous, Québécois, par rapport aux Canadiens, mais aussi nous, Canadiens, incluant les Québécois, par rapport aux Américains, nous, Haïtiens, par rapport aux Dominicains, d'accord, nous, Haïtiens, par rapport au reste du monde. Et vous le savez sûrement, voyez-vous, quand on parle de l'identité haïtienne, c'est-à-dire l'imaginaire, dans l'imaginaire, l'haïtien, il ne compte pas les Dominicains. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est-à-dire, les Dominicains qui sont juste à côté de nous, enfin, juste à côté, je veux dire de l'autre côté, donc on partage le territoire haïtien avec les Dominicains, d'accord? Il faut le dire aussi. Donc, parce que l'acte de l'indépendance d'Haïti fait mention de l'île, ça c'est important. Donc, vous allez le comprendre un jour, on peut être, euh, pour moi, c'est-à-dire, on peut être plusieurs peuples à habiter un pays, mais il y a un pays qui s'appelle, l'île s'appelle Haïti. D'accord? Ça, c'est important. Maintenant, la dominicanité, quand on parle de l'identité dominicaine, les Dominicains, eux, il existe de l'autre côté un démon. Ce démon, c'est Haïti, c'est les Haïtiens. Et les Haïtiens, ils les voient comme un démon. Et cette affaire-là, pour comprendre cette affaire-là, il faut comprendre comment que les politiciens dominicains ont su mobiliser l'identité dominicaine pour accoucher le développement, pour faire en sorte que cet élan, tu vois l'élan qu'on avait sur le canal de Wanamet là, c'est cet élan là que les Dominicains ont mobilisé pendant plus de 2 siècles. C'est ça. Et nous, écoute,
c'est pas les Dominicains. Quand on parle de nous et les autres, en fait, les Dominicains, là, c'est insignifiant dans l'imaginaire haïtien. De toute façon, les Haïtiens, dans leur imaginaire, la Dominicanie, c'est l'autre côté, comment je peux dire ça? C'est l'extension d'Haïti, c'est notre pays, c'est l'extension d'Haïti, c'est clair, dans l'imaginaire collectif haïtien, c'est clair. Maintenant, l'autre l'autre pour Haïti, si tu veux, si vous voulez, pardon, si vous voulez, je vous inviterai à regarder l'acte de l'indépendance. L'autre, c'est les puissances coloniales. C'est-à-dire, quand on parle de Haïti et les autres, l'autre, c'est pas l'Afrique non plus. Parce qu'on est l'Afrique. La République dominicaine, c'est comme, genre, je veux dire, c'est euh, c'est un élément tellement insignifiant. Quand je dis insignifiant, c'est parce que les Haïtiens, ils ne les considèrent pas comme existants comme un autre de l'autre côté. Non. En fait, sauf dans le cadre du canal de Wanamètre. C'est là, je peux toujours me tromper, mais c'est l'une des rares fois, c'est pas la première sûrement, c'est l'une des rares fois que l'identité haïtienne a été mobilisée par rapport à la dominicanité. Mais la plupart du temps, quand on mobilise l'identité haïtienne, quand on met en avant le nous haïtien, cet autre-là, c'est l'Occident. C'est pas la République dominicaine. Les Dominicains ils ne sont pas dans notre tête, là, dans l'imaginaire haïtien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une continuité de notre territoire, de notre côté, etc., etc. Bon, parce que vous savez, on est toujours habité par ce qu'on appelle la campagne de l'Est. Euh, et cet autre qu'on conçoit euh, existe parce qu'on donne corps à cet autre comme le pays imaginaire, comme l'autre bord de l'eau. L'autre bord de l'eau, quand on parle de ah, un tel à l'autre bord de l'eau, ah, ça veut dire l'autre bord de l'eau. Si on va prendre l'expression, on va prendre l'expression dans sa forme la plus pure, littéralement. Si je te demande où, en fait, où est, je dirais, un tel est l'autre bord de l'eau. C'est-à-dire, dans notre imaginaire, c'est-à-dire, il y a une île, et l'île, c'est le pays, Haïti, l'île d'Haïti. Et l'autre bord de l'eau, c'est, ça nous rappelle euh, le commerce triangulaire, c'est-à-dire avec l'Occident, d'accord? Ça peut nous rappeler le retour à l'Afrique, mais inconsciemment, il y a toujours cette peur de retourner en Afrique qui habite l'haïtien. On peut faire tout un discours psychanalytique sur cette histoire, euh, parce que peut-être qu'on pense qu'on est Afrique, mais aussi parce que c'est peut-être un long voyage et on n'est jamais retourné et on pensait qu'on allait retourner, mais quand on a créé l'Empire d'Haïti, on disait que ce serait mieux que l'Afrique retourne en Haïti. Tellement vrai que on a même dit, en fait, dans la Constitution haïtienne, vous le savez, je pense que vous le saviez mieux que moi, dans les premières constitutions haïtiennes, on disait euh, que tous les Africains et tous les descendants d'Africains et Indiens, donc je le dis comme ça, c'était comme ça, qui se trouvent sur le territoire d'Haïti sont considérés, en fait, même s'ils sont, en tout cas, ils sont poursuivis pour chasser, ils vont être considérés comme libres et puis comme haïtiens aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est important. C'est important, donc, mais on accorde une place, mais c'est pas pour aller vivre. C'est pas parce que c'est pas important, mais c'est parce que l'Afrique nous habite déjà. Donc, mais maintenant, l'autre, c'est euh, l'Occident. C'est l'Occident. C'est l'Occident, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la France, etc. Donc, on a construit cet autre-là. Donc, l'identité.
collective donc, prend tout son sens dans ce qu'on appelle la clarification. Comment on se clarifie et se positionne comme nous par rapport aux autres. Parce qu'elle représente une vision de la vie d'un groupe d'individus, d'un peuple, du dedans. Du dedans et qu'on a une vue du dedans par rapport aux autres qui sont du dehors. Donc l'individu constamment éprouve un besoin d'appartenance à des groupes pour s'enraciner. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas se retrouver dans un groupe. Dans un groupe, on en a besoin pour s'identifier, on en a besoin pour s'enraciner, on en a besoin pour se ressourcer. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Donc, quand on parle de la construction identitaire, sur le plan collectif, il faut savoir que c'est un processus qui passe par la mise à distance. Quand on parle de la mise à distance, on parle d'un nous, d'accord, qui pose un regard, qui jette un regard sur l'autre, qui lui aussi, l'autre aussi, a un regard sur le nous, sur nous. Donc, autant que le nous, autant que nous avons un regard sur l'autre, le nous a un regard sur l'autre, mais autant que l'autre aussi a un regard sur le nous. Et c'est ce jeu de regard-là, et c'est dans ce jeu de regard que, que se passe toute la dynamique, qu'on peut identifier toute la dynamique identitaire. Donc, en ce sens, quand je disais que l'autre pose un regard sur vous et vous posez un regard sur l'autre, c'est-à-dire on est dans la dynamique de l'identité, l'altérité. C'est-à-dire l'autre n'a rien à nous dire que nous ne soyons pas déjà sur nous. Donc, il n'a rien, ça c'est Inch, je cite, il n'a rien à nous apprendre que nous ne sachions pas déjà. Mais en même temps, l'autre, on veut aussi savoir ce que l'autre pense de nous. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait dit au début du cours, on ne peut pas faire abstraction de ce que l'autre pense de nous pour dire que, mais non, écoute-moi, ce que les gens pensent de moi, ça nous va. Non, hein. Non, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens pensent de vous est important pour vous et pour vous aider à vous construire. Ça peut aussi passer, ça peut aussi, pardon, participer, je dirais, à vous un peu déconstruire aussi et avoir à déconstruire. Donc, moi j'ai toujours, je me suis toujours posé la question, pourquoi, par exemple, la plupart du temps, quand il se passe quelque chose de drôle, parfois dans le monde, on a l'impression qu'on veut accuser eh, les Haïtiens, par exemple. Bon, 4H, 4H était un exemple. Donc, et il a fallu des mobilisations, par exemple, pour dire, mais non, on ne peut pas associer une maladie aux Haïtiens. Parce que l'autre, que fait l'autre? L'autre essaye toujours de rejeter la faute sur nous. Et aussi, nous essayons de rejeter aussi la faute sur l'autre. C'est-à-dire, dans ce qu'on appelle ce conflit, dans ce dilemme, dans cette lutte, il y a un aller-retour entre le soi et l'autre, en fait, qui passe par des paroles revendicatrices, des protestations, des contestations, des refus et aussi des positionnements. Des positionnements par rapport à notre conviction religieuse, par rapport à notre conviction euh, intellectuelle, par rapport à notre conviction morale. Mais vous savez mieux que moi, dans cette dynamique, il y a beaucoup de jeux d'intérêts économiques, d'intérêts de positionnement géographique aussi qui entrent en jeu quand on parle
de l'identité, mais aussi quand on parle de l'identité dans le contexte de l'altérité, un nous qui s'oppose à un autre. Donc, mais juste pour vous dire que là, on était plus au point de regarder cette identité, cette altérité par rapport au pays, par rapport à des nations, euh, mais on pourrait aussi regarder c'est à une échelle, on va dire, micro ou méso peut-être, par rapport à des groupes au sein d'un pays, par exemple. Il y a des groupes, il y a les jeunes qui s'opposent, dans certains cas, aux vieux ou aux personnes qui sont plus âgées. C'est le cas, par exemple, quand le groupe Barricade Court a publié, avait sorti une chanson qui avait pour titre Grand Mounio échoué. C'était une expression très, très à la mode au courant des années 2007-2010. Euh, Grand Mounio échoué. Grand Mounio échoué pour dire quoi? Pour dire que si on est dans cette situation, en fait, c'est une autre catégorie qui est indexée dans la société, les grands mondes, les personnes âgées. Ces personnes âgées, et c'est parce que ces personnes âgées, ces personnes qui sont plus âgées que nous, qui sont plus jeunes, on va le dire comme ça, c'est parce que ces personnes n'avaient rien fait. Bon, on ne va pas dire qu'ils ont raison ou ces jeunes avaient raison ou tort, mais ils avaient une façon de vivre ce qui se passait. C'est-à-dire, c'était leur compréhension de la situation. Ils pensaient que si le pays est dans cette situation, c'est parce que ces gens-là, ils ont tout pris, ils ont tout accaparé, et puis ils n'ont rien fait pour les jeunes, et ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. C'est un discours comme les autres qui a son sens, c'est un narratif parce que les jeunes, ils sont, je veux dire, c'est un discours contestataire aussi par rapport à leur positionnement des jeunes qui sont vulnérables, qui font du rap, qui souhaitent voir une société où il fait bon vivre, mais qui peinent à voir cette société et qui essayent de chercher les responsables. Donc, en gros, c'est ça. Bon, je crois je vais prendre une petite pause et après, je reviendrai.